Salut YouTube, c'est Maxime. Tu regardes la première partie du podcast Interséance où nous débattons ensemble d'un film qui a marqué l'actu du mois. Cette émission est créée par l'association Pratea, une association qui écrit, réalise et parle de cinéma. Donc si vous voulez suivre ce podcast ainsi que tous nos autres projets, suivez-nous sur Instagram @Pratea, également disponible sur les plateformes Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public et Stitcher. Merci et bon épisode à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 3e épisode de Interséance, une émission où on débat, réfléchit et partage sur un film qui nous a marqué en salle. Et je suis en compagnie de Céline. Bonjour à tous. Jonathan. Bonjour Maxime. Olivier. Bonjour. Et Axel. Bonjour à tous. Comment vous allez ? Très bien, et toi ? Eh ben, particulièrement bien, particulièrement pour cet épisode en particulier qui se déroule cette fois-ci à Nanterre Université. Donc on remercie beaucoup de nous accueillir pour cet épisode-là. On est dans des super conditions, ça fait du bien de plus avoir froid, Olivier. Merci Nanterre. J'étais dans le sud pendant 2 semaines, donc je souffre énormément. T'es revenu dans le froid de Paris. Yes, dans le gris. Et ben en plus, Jonathan qui nous rejoint pour cet épisode-là, du coup, qu'est-ce que ça te fait de rejoindre Interséance, Jonathan ? Ça me fait hyper plaisir, je suis très heureux d'être là. Je suis hyper excité de pouvoir parler de ce film avec vous, avec grand plaisir, Et on est tous très excités de parler de The Fabelman. C'est oui, du coup, on va parler de The Fabelman. Si vous ne le saviez pas encore. Si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas vu la vignette, les stories, les trucs qu'on a partagés à peu près partout 5 fois sur nos réseaux. On parle pas de vaincre ou mourir, non ? Non, écoute-moi Axel. On parlait de films, pas de téléfilms. Oh. Aïe aïe aïe. Non, c'est bon, on peut 1-0 pour Maxime. On peut en sortir. Bah écoute, c'est un 0 pour le cinéma français alors. Allez, on va parler de vrais films maintenant. Pour commencer, nous avons pris la décision de changer légèrement la formule de ce podcast. Ainsi, les recommandations se placeront maintenant en fin d'épisode et ne seront plus des recommandations d'actu, mais des œuvres en lien avec le film du jour. Je dis bien œuvre et non film, car chaque chroniqueur aura totale carte blanche sur le média qu'il veut recommander, à condition qu'il le justifie avec le thème de l'épisode. En attendant ça, on va pouvoir parler d'un film qu'on attendait tous beaucoup. En seconde partie, notre habituel débat de fourre-tout philosophique sur ce que le film nous a évoqué. Et vous l'avez compris, nous terminerons avec les recommandations. Nous allons spoiler l'intrigue du film aujourd'hui, donc je vous conseille d'aller le voir si vous voulez profiter de cette conversation, sinon c'est à vos risques et périls. Est-ce que tout le monde est prêt ? Tout à fait. Tout à fait, Axel. Je suis prêt, oui. Je déclare le débat ouvert sur The Fabelmans. On va faire quoi comme film ? Tu déprécies tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif. Tu pourrais être un peu plus encourageant. Elle aurait dû devenir une grande pianiste professionnelle. Ce qu'elle a dans le cœur, tu l'as aussi. Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby. Maman a pris un singe. Mais pourquoi t'as pris un singe ? Parce que j'avais besoin de rire. Il faut toujours que tu monopolises l'attention. Arrête de lui crier dessus. Tu n'arrêtes pas de me manquer de respect. Je suis quand même ta mère. La famille, l'art. Ça va te déchirer en deux. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne. Quelle scène est-ce que tu as préférée ? Le jeune Sammy Fabelman tombe amoureux du cinéma après que ses parents l'ont amené voir The Greatest Show on Earth. Armé d'une caméra, Sammy commence à faire ses propres films à la maison pour le plus grand plaisir de sa mère qui le soutient. Je le résumé à Allociné, c'est pas moi. Ça c'était le résumé ? Ouais. Ah ouais ?
C'est ça le résumé? Ouais, Il oui, y a c'est vrai. plusieurs résumés. Il y a des résumés un peu rallonge. bizarres que j'ai trouvés. Des Ah non, mais résumés un peu celui-ci, c'est le larges. plus bizarre que j'ai jamais entendu. ouais. Il est vraiment chelou. Quoi. Il a fait la première scène. Moi, j'ai vu des résumés avec une phrase. Le jeune Sammy Fableman trouve une caméra et décide de se mettre à faire des films. Voilà. C'est vrai qu'on peut le résumer juste comme ça, hein, mais bon. Mais ceux qui nous écoutent l'ont vu. Évidemment. Je l'espère. Ils l'ont vu, j'en suis sûr. Non, c'est celui que j'ai trouvé sur Allociné. Du coup, Allociné en général, c'est Allociné, c'est assez officiel. Mais les synopsis de films, c'est toujours un débat à part entière. Après, là, il n'y a rien à spoiler. Bah non, enfin, Si. même sont dans le Moi, je film. ne connaissais pas l'histoire de Spielberg avant de regarder ce De film. toute façon, il se passe rien dans ce film. C'est l'histoire de Spielberg. Hein C'est l'histoire de Spielberg. Eh non, de Sammy Fableman, c'est ça l'alliance. c'est oui, Fableman. Eh oui, Oui, d'accord. eh ok, oui. ouais. Ouais, L'homme attention. fable. L'homme fable. L'homme fable. L'homme fable, absolument. Steven Spielberg est un réalisateur qu'on ne présente plus. Surnommé The Entertainment King, il a fait plus de 36 films dans les 50 dernières années en enchaînant succès international et films cultes. Une carrière qui n'a nul égal dans l'histoire du 7e art. Et pour la première fois, Spielberg nous conte son enfance, sa découverte du cinéma, jusqu'à ses premières réalisations. L'occasion parfaite pour revenir sur ce qui fait de lui le réalisateur le plus puissant d'Hollywood. Si quelque chose démarque Spielberg encore plus que sa longévité, c'est la diversité de genre de son œuvre. Il est en premier lieu l'initiateur du film dit blockbuster, des films à gros budget publicitaire, destinés à un très large public, un mouvement qu'il a initié avec Les Dents de la Mer, E.T. l'extraterrestre, la saga Indiana Jones ou Jurassic Park, qui fut l'avènement des effets spéciaux au cinéma. Un mouvement qui se perpétue toujours très majoritairement aujourd'hui, avec les sagas Marvel, Star Wars, Fast and Furious ou Harry Potter, qui en sont les héritiers directs. Si ce n'était que ça, Spielberg serait déjà à ranger dans les réalisateurs incontournables. Mais c'est bien plus, car on le résume souvent à un cinéaste enfantin ou naïf, mais il s'est également beaucoup investi dans le film historique, retraçant de grands événements marquants et souvent traumatiques, comme La Liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan, Cheval de guerre ou Munich. Pourtant, cette réputation de grand enfant n'est pas inappropriée, car si quelque chose ressort de toutes ses œuvres, c'est bien ce rapport bienveillant et émerveillé de l'enfance, souvent lié au merveilleux et au fantastique, avec Hook, La revanche du capitaine Crochet, le film La 4e dimension, L'Empire du Soleil, ou le très dérangeant AI Intelligence Artificielle. François Truffaut disait d'ailleurs à Spielberg « Vous devriez faire un film sur un enfant, car vous en êtes un vous-même ». Il y a cependant un motif très récurrent dans ces films qui n'auront pas échappé aux personnes attentives. C'est la famille dysfonctionnelle. Un motif qui trouve son origine dans la vie du réalisateur avec le divorce de ses parents en 64, un événement dont Spielberg n'a jamais caché l'influence sur sa vie et son travail, au point aujourd'hui d'en faire le thème principal de son film, The Fabelmans, récit à mi-parcours entre l'autobiographie et la fiction. Alors, est-ce l'énième reprise d'un thème éculé ou l'ultime chef-d'œuvre d'une légende du cinéma ? J'ai adoré. Non, je déconne. Quelque chose d'absolument extraordinaire est arrivé. Tu as un réalisateur, comme tu as dit, peut-être le plus adoré au monde, qui fait des chefs-d'œuvre et des blockbusters depuis 50 ans, presque. Il fait un film sur lui-même, avec des acteurs absolument admirables. Paul Dano, Seth Rogen, Carey Mulligan, des gens qu'on adore. Le film a 261 nominations. C'est énorme. C'est beaucoup. Dont 7 nominations aux Oscars. Le Metascore sur IMDb, c'est-à-dire la totalité de tous les critiques, est 84. Ce qui est extrêmement impressionnant. Sur Allociné, c'est 4,9. Sur 5. Sur 5. Oui, excuse-moi. Pas sur Oui. 20. Sur 5. Et pourtant, le film n'a pas réussi. C'était un flop. Le budget était à 40 millions, le box-office à 30 millions. Pardon, tu veux lui dire un truc? Non, je veux juste souligner ça, c'est en effet le plus gros flop de la carrière de Spielberg à ce jour. Il y a rien de plus étonnant. C'est extraordinaire. Alors, j'avais vu ça et je me suis dit que peut-être avant de voir le film, que la raison pour laquelle ce film a été un flop, c'est que si être Spielberg
est quelque chose est une expérience qui est absolument unique, et tu te trouves dans une tour d'ivoire. Tu es séparé on va dire de la plèbe, des gens ordinaires. Normal, tu es Spielberg. Tu as changé la manière dont les gens nagent. Dis-toi, si tu es Spielberg, juste pour vous donner une idée à quel point Spielberg, c'est un boss. Chaque jour, imagine que tu es Spielberg. Chaque jour, tu touches la tube de Steven Spielberg. J'imagine que chaque jour je touche la tube de Steven Spielberg. Parce que tu es Steven Spielberg. Chaque fois que tu vas pisser, tu touches la tube. C'est vrai, oui. Comment est-ce que tu peux rester pied sur terre? Par contre, Steven Spielberg, c'est un homme intelligent, et je pense qu'il s'est dit ça aussi, que peut-être je vais faire un film arrogant, narcissique. Et ainsi, tu trouves que Fableman est un film arrogant et narcissique? Pas du tout. Tu trouves qu'il se touche la nouille dans The Fableman, du coup? Non. Au contraire. Mais je pense qu'il la touche pas assez. Parce que Steven Spielberg, en fait, je vois que Céline n'est pas d'accord. Steven Spielberg, je pense qu'il a fait une surcorrection. Ça fait très longtemps qu'il pense à faire un film sur lui-même. Sa sœur a écrit un scénario, et il a dit qu'il ne voulait pas écrire ce scénario parce que c'était trop proche de sa propre vie. Et donc, ainsi, il a écrit avec Kushner un scénario qui était, selon lui, en analogie, avec sa propre vie. Et par contre, au lieu d'écrire quelque chose qui part de sa vie, qui est humble, à mon avis, il a fait quelque chose qui est dilué et creux. Steven Spielberg est extrêmement connu pour quelque chose il est surtout adoré pour le fait de pouvoir extraire l'extraordinaire de l'ordinaire. Mais son film est excessivement ordinaire. Et je ne parle pas du fait qu'il parle d'une vie quotidienne, mais en termes de récit narratif, en termes, peut-être pas de technique, mais le film lui-même me semble extrêmement trivial, au final. Extrêmement cliché, et parfois totalement creux. Il y a certaines scènes qui sont incroyables. La scène avec les caddies, où il y a la tornade, où ça explose de partout. Ça, c'était picturesque. Ça, c'était très intéressant. Mais à part ça, les personnages sont complètement unidimensionnels. On ne dirait pas que Monsieur Steven parle des membres de sa propre famille. Les sœurs sont des caricatures. La mère et le père, leur relation, bon, c'est un tout petit peu développé. Mais même le drame central du film est complètement creux et inconvaincant. Il y a des scènes où Sammy va être victime d'antisémitisme. Il va rencontrer le caricature ultime du jock, du Tchad, qu'on appelle du Tchad. Quand nous on est red-pilled, mais sinon c'est le jock des films des années 80, un film qu'on pourrait voir, qu'on a vu déjà 100 fois, mais au final le gars est très méchant. Pourquoi? Parce qu'il se sent petit et vulnérable au final. C'est beau. C'est beau, mais on l'a vu 1000 fois. On ne dirait pas que c'est un... Il y a l'antisémitisme aussi. Oui, bien sûr. Mais je n'ai pas l'impression que Steven Spielberg part de sa propre vie. On a l'impression que Steven Spielberg va prendre des clichés du cinéma et qu'il ne va pas rechercher dans son propre expérience. Si on a tous rencontré des gens désagréables dans notre vie, des gens qui aiment bisuter, des gens qui aiment, on va dire, qui sont grande gueule, qui parfois qui nous frappent, etc. Dans la cour de récré. C'est normal. Ouais. Chaque expérience est unique. Par contre, on n'a pas l'impression de voir une scène d'un film qu'on a vu 100 fois. Ça, c'est une caricature. Alors, et donc, il y a plein d'autres exemples, mais bon, je veux être succinct, donc je vais terminer. Je vais terminer là. Je pense que Steven Spielberg a fait, en gros, en résumé, une surcorrection absolue parce qu'il était terrifié de faire un film narcissique. Et ainsi, en voulant se séparer de sa propre vie, il a fini par le diluer. Un film dilué dans un message où Spielberg ne prend pas assez position de qui il est en tant que réalisateur ultra influent dans le monde aujourd'hui et dans l'histoire en général. Et tu penses du coup qu'il se dilue à travers ça. Exactement. Céline, je crois que tu n'as pas passé une séance particulièrement agréable non plus. Non, c'était très long. En revanche, moi j'ai eu totalement l'effet inverse de toi, où j'ai eu l'impression qu'il prenait aucun recul sur sa vie, qu'il parlait d'un traumatisme qu'il venait de vivre
et qui m'a partagé parce que j'étais traumatisée, c'était trop long. C'était 2 heures sur un drame familial, comme tu l'as bien dit, creux, où pendant 2 heures, on nage dans le pathos, ils arrêtent pas de pleurer, de répéter les mêmes erreurs, de redire les mêmes phrases, et ça n'avance pas, en fait, l'intrigue n'avance pas. Et un film peut pas tenir, il peut pas tenir 2 heures sur la femme qui se sent égoïste parce qu'elle veut partir. Ok, on a compris. Et comme toi, j'ai trouvé les personnages hyper caricaturaux. Tu as trouvé tous les personnages caricaturaux ou juste les parents? Le père et la mère. Ouais. Et comme toi, la brute du lycée. J'ai pas compris parce qu'en fait, oui, il y a un vrai sujet. Il y a l'antisémitisme. Il y a l'antisémitisme qu'il a vécu. Mais oui, ça ressemble à la brute du lycée qu'on voit dans tous les teenage movies. Il y avait aucune profondeur dans les personnages. Par exemple, le père, c'est le scientifique qui ne peut pas ressentir, et la mère, l'artiste qui ne peut pas réfléchir. Enfin, il dit que le film est un hommage à sa mère. J'ai trouvé le personnage de la mère insupportable. Je suis désolée. Oui, Michelle Williams, je l'interprète très bien, mais j'ai pas supporté ce personnage, j'en pouvais plus. Pour quelle raison? Parce que j'ai trouvé justement que ce côté caricatural, ça leur donnait pas de... En fait, je les comprenais pas. Parce que je me disais, oui, ok, je comprends que ce soit très très dur de quitter ta famille, etc. pour un autre homme, en l'occurrence le meilleur ami de ton mari. Mais d'accord, mais je sais pas, expliquez-moi le personnage. Enfin, je l'ai pas comprise, la femme. J'en pouvais plus. Elle s'était, il la faisait passer pour une égoïste, après une folle, après une mère qui est dévouée. Mais enfin, j'arrive même pas à m'exprimer sur ce personnage. Moi, j'ai eu juste le dernier point. J'ai eu la mère dévouée, mais j'ai pas eu l'égoïsme, parce que pour moi, en fait, Spielberg, il fait jamais de ses parents un antagoniste. À aucun moment j'ai ressenti ça, et de la manière dont tu le décris, c'est un peu ce que j'ai l'impression de ce que tu as ressenti finalement. Oui. Ouais, pardon, vas-y, va au bout. On ira après chez Axel. Oui, ok. Bon, après, c'était pas totalement négatif parce que la première demi-heure du film, moi, j'ai adoré. Tout le moment où il fait des tournages avec ses sœurs, après avec ses amis Boy Scout, j'ai trouvé ça... Enfin, c'était vraiment une partie que j'aurais aimé, en fait, que tout le film, limite, soit sur ça. Et voilà, c'est le seul point positif. Waouh, séance très dure. Et la fin aussi, avec la référence à John Ford, j'ai adoré. Et le dernier plan final, j'ai trouvé ça très drôle. Mais voilà, sinon, c'est pas... J'ai été déçue. Donc, un film qui est célébré par l'ensemble du monde du cinéma, t'as aimé le début et la fin, et puis ouais, bof. Ouais, vraiment. Tout ce qui caractérise vraiment le cinéaste, finalement. Et c'est pour ça que vous écoutez Interséance. C'est pour ces avis-là. Et Jonathan, c'est ton moment. C'est mon moment. Continuons ce tour. Nous rentrerons dans les détails juste après. Je serai peut-être pas aussi sévère que vous. Il y a eu pour moi de très belles choses. Il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que c'est un film qui est très généreux. Pour moi, il livre quand même une part de lui-même qui est assez importante. Et rien que ça m'a beaucoup touché. Il y a eu pas mal de scènes qui m'ont beaucoup touché aussi. J'ai vraiment adoré toutes les parties où on voit Sammy Fabelman en train de réaliser ses premiers films. Comment est-ce qu'il arrive avec pas grand-chose, à faire un film avec les moyens qu'il a, avec les moyens de l'époque aussi. Ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment trouvé ces scènes magnifiques. Et en fait, j'aurais aimé qu'il y en ait plus. Et c'est là où j'ai été assez déçu finalement. C'est que cette partie-là, qui pour moi est quand même vraiment la partie la plus intéressante, la plus centrale, c'est le pitch de base. C'est comment est-ce que on en arrive à avoir envie de faire du cinéma. C'était pas assez développé. Pour moi, il y a 3-4 moments en fait où on voit ça. C'est quand il réalise ses films, et au début avec le train, et même cette scène-là du train, pour moi, qui doit être la plus marquante finalement, parce que c'est celle-là qui lui donne dès le départ l'envie de faire du film. Pour moi, elle est pas si marquante que ça,
à regarder. C'est-à-dire que je m'attendais à vraiment quelque chose qui me transporte, qui avec la musique, qui me saisisse, avec les angles qu'il pouvait utiliser avec la caméra, faire quelque Spielberg chose. nous a souvent habitués à une vraie mise en scène très pas explosive, mais disons beaucoup de mettre en scène le merveilleux et à nous émerveiller. Exactement. Et tu veux dire que toi, ça te manquait sur cette scène-là et sur le film en général, c'est l'émerveillement. C'est ça. Et même sur tout le film, en fait, c'est l'émerveillement. Pour moi, l'émerveillement, il était là lorsque on voyait Samy en train de tourner ses films. Mais sinon, il n'était pas si présent que ça, à part lorsque peut-être il y a sa mère qui danse. Mais même ça m'a pas non plus transcendé. Donc, voilà, pour moi, j'ai eu du mal à rentrer dans le film dès le début parce que j'ai pas eu cet émerveillement. Je trouve que la bande-annonce m'a beaucoup plus émerveillé que l'ensemble du film. C'est terrible parce que... Pour quelle raison, à ton avis? À cause de la musique. Non, une bande-annonce, c'est justement pour ça. C'est pour te faire aller voir le film. Et oui, et je trouve qu'il y a un truc de décevant lorsque tu vois une super bande-annonce et que le film n'est pas à la hauteur. Mais quand tu regardes surtout, c'est des gens qui s'occupent de la communication, de la distribution, donc qui ne représentent en rien l'intention initiale de Spielberg. Spielberg n'y peut rien. Et il sait très bien, justement, c'est le point où je vais en venir, en fait. C'est pas un film là-dessus, en fait. C'est pas un film sur l'émerveillement, c'est comment on y arrive. Et donc, c'est pour ça que t'as jamais trouvé ça, en fait. Et par la bande-annonce, t'as volé ce truc-là parce que Spielberg ne gère pas ça. Et donc, ça n'a jamais été l'intention première, quoi. Sans doute. Je te laisse terminer, Jonathan. Je loue vraiment la volonté de Spielberg de faire ce film, la générosité, mais je m'attendais à plus d'émerveillement, à plus d'envolée cinématographique. Je sais pas. Voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu déçu, mais en même temps que ça reste un très beau film pour moi. Quel est ton film préféré de Spielberg? Je dirais que Jurassic Park peut être un de mes films préférés. Ou alors, on l'aurait deviné. Ou alors, Arrête-moi si tu peux, vraiment. Il y a plein de films de Spielberg que j'adore, j'ai du mal à les classer parce que est-ce qu'on peut dire qu'on a adoré La Liste de Schindler? Je pense qu'on ne peut pas ne pas adorer La Liste de Schindler, mais on va J'ai détesté. Voilà, tu vois, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on va faire un point tout à l'heure où on va un peu, je pense, chacun revenir sur notre rapport au cinéma Spielberg parce que c'est essentiel vis-à-vis de ce film qui parle directement de sa carrière et que Spielberg a une carrière tellement large, dont je pense que beaucoup d'entre nous ont grandi avec ses films, dont moi. Et je vais poursuivre pour donner mon avis et puis après je te laisserai la parole, Axel. Si t'as terminé, Jonathan? J'ai terminé. Parfait. Moi, c'est en vous écoutant, je me rendais compte, parce que je suis pas du tout d'accord avec vous. Voilà, vous êtes nuls. Mais merci Maxime. Je suis pas d'accord avec vous et je me rends compte que peut-être que ça dépend en réalité de mon rapport au cinéma Spielberg beaucoup. C'est-à-dire que j'ai l'impression que moi, mon avis est très éloigné de tout ça et les points négatifs que vous avez notés pour la plupart sont justement des points positifs que moi j'ai envie de relever. Et en fait, c'est peut-être je me questionne juste comme ça sur est-ce que parce que moi je suis très attaché au cinéma Spielberg et que j'ai passé énormément de temps de ma cinématographie avec lui et que j'ai passé les 2-3 dernières semaines totalement dans son univers et à me passionner pour ça et que j'ai ce rapport-là qui est différent, mais toujours que moi j'ai trouvé que The Fabelman est un film incroyable. Je vais essayer de prendre un peu de recul et juste commencer par en soi, je trouve quand même que The Fabelman reste un film qui est extrêmement agréable à regarder, extrêmement fluide. Je le trouve à la fois drôle, je le trouve à la fois touchant. Je ne me suis jamais ennuyé en 2h40. C'est ce travail de Spielberg sur la fluidité de ces scènes, de séquences, de transitions d'un moment à un autre. Je trouve ça, vraiment, moi, ça m'émerveille. Je sors du film, c'est du beurre. Je rentre dedans, je ressors, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être face à un cinéaste Si vous avez l'occasion de rentrer dans du beurre, essayez. Ça a l'air très agréable. La métaphore du beurre me parle énormément. J'adore le beurre. D'accord. C'est pour ça les clients en trop. Beurre demi-sel. Mais c'est un breton, oui. C'est un breton. Hey, ça. Mais non, je trouve que c'est déjà quand même. Toute la Bretagne dine. Je trouve que c'est un film déjà qui, si tu ne connais pas la carrière de Spielberg, c'est un film quand même que je pense que tu peux voir, que tu peux apprécier, parce que le moment, moi, j'y ai passé un excellent. Moi, je vois que
ce point de vue-là, on n'est pas tous. Mais je l'accepte. J'ai passé un très bon moment aussi. Hein. Mais le monde est imparfait. Mais, mais si j'arrête de prendre du recul et que je rentre dans mon point de vue, pourquoi est-ce que c'est un des meilleurs films de Spielberg? Carrément, un des meilleurs films de Spielberg. Hein. Pourquoi c'est un des meilleurs films de Spielberg? Tu as parlé, Jonathan, tout à l'heure d'une envolée cinématographique. Et ben pour moi, c'est justement parce qu'il ne le fait pas que ce film est génial. Parce que justement, le film est un grondement. Le film, c'est Spielberg qui n'existe pas encore. Le film passe pendant 2h40 à nous montrer des scènes, qui ne sont pas encore des scènes de Spielberg, mais qui vont le devenir. C'est-à-dire que ce n'est que c'est un bourgeon qui n'est pas encore fleuri. Il a justement, tu as parlé aussi tout à l'heure, Olivier, de scènes clichés, par exemple, par exemple le mec qui harcèle, ce mec qui harcèle là, ou alors je repense à pas mal de scènes en particulier dont je reviendrai tout à l'heure parce que c'est un sujet qui sera beaucoup plus large. Mais en réalité, toutes ces scènes-là, tout ce qu'on peut dire de clichés, ce sont des scènes clichés. Mais comment elles sont devenues clichés? Parce que c'est Spielberg qui les a réalisées il y a 30 ans. Moi, je pense ça. Mais non. Moi, je pense que si. Je pense que mais c'est pas lui qui le réalise, c'est sa propre vie. Mais c'est sa propre vie, mais c'est ça, justement, c'est tout le thème du film. Il met en parallèle les événements de sa vie et comment les événements de sa vie ont influencé son cinéma. Et que je te jure que je pense que, je sais pas si chaque scène c'est le cas, mais au moins une grande majorité des scènes, tu peux à la fois les mettre en parallèle avec la biographie de Spielberg et en même temps avec des scènes de film. On parlait du harceleur tout à l'heure. Le harceleur, c'est Retour vers le futur. C'est exactement le même personnage qui passe son temps à dire McFly, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est pas des clichés par contre des années 50 dans le monde dans lequel il a vécu. Ça, c'est des clichés des années 80. Donc, bien quand Steven Spielberg était en train de faire ses films. Oui, c'est ce que je dis. Je veux dire que tu peux mettre toutes ces scènes-là en parallèle. Et je donne cet exemple-là. Et il y aura aussi beaucoup d'autres. Quand il est dans le placard avec sa mère, quand c'est très high intelligence artificielle. Quand il est en voiture, on peut refaire toutes les scènes de voiture depuis Duel jusqu'à Sugarland Express. Oh, j'avais pas pensé. Et en fait, Axel le dira beaucoup mieux de moi dans pas longtemps. Mais moi, en fait, c'est ça qui m'a bouleversé quand j'étais devant le film. Et c'est pour ça aussi que je dis que ça peut dépendre de mon rapport au réalisateur. C'est que quand j'étais devant, je voyais un Spielberg qui n'était pas encore là. Un Spielberg qui était en bourgeon, en émergence. Parce que ce sont ce qu'il filme comme des scènes banales va plus tard devenir son cinéma et va plus tard devenir un cinéma hyper fantastique. Il faut référence à un maître nageur dans le film, justement. Et je trouve ça, tu vois comment il place des pistes. Il est lui-même en formation de maître nageur, si je dis pas de conneries. Je me rappelle plus, mais je te crois. Juste avant la scène où il s'engueule avec sa mère et qu'il lui met une grosse clacasse dans le dos. C'est genre, il est en train de réviser ces trucs de non, faut pas que je mange ça avant de faire ces trucs-là, ça peut être dangereux. Tout à fait. Tu vois, c'est comment il place dans le fantastique dans le quotidien. Et comme il l'a toujours fait, sauf que là, il fait le chemin inverse. C'est-à-dire que dans son quotidien, ce qui est lui, il y a déjà toutes les prémices de ce qui fera de lui un immense réalisateur. Tout est déjà là. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, mais en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que si j'ai bien compris, c'est à la fin, la dernière scène, on a John Ford qui explique que si tu veux rendre le cinéma intéressant, il faut que l'horizon soit en haut du cadre, soit en bas, et que pendant tout le film, l'horizon est au milieu. Et c'est que à la fin où Steven Spielberg arrive là on a le panning. C'est magnifique. Si, c'est magnifique. Bon, c'est un peu évident, quoi. Mais... You're like, oh, it moves now. Mais en fait, it's going on. Mec, c'est évident. Pardon, j'ai parlé en anglais. Alors, tu vas te faire. Non, c'est évident. Mais je te rappelle que c'est Spielberg qui le fait. Spielberg, qui est le plus grand réalisateur, un des plus grands réalisateurs, qui se met dans la position d'un mec qui se corrige, qui apprend. Moi, je trouve ça, et ne pas être dans un espèce de personnage qui t'apprend le cinéma, mais dans un personnage qui est en train d'essayer d'apprendre. Je suis totalement d'accord. C'est ça qui me bouleverse. Mais c'est pas une excuse dans la mesure où je comprends totalement si ses propres films, qu'il était en train de faire, tu sais, avec son 8 mm, était, on va dire, banal, était amateur. Là, on comprend parfaitement. Néanmoins, ces films, je pense qu'il n'y a pas un seul film qui fait où les gens ne soient pas en pleurs ou soient pas absolument euphoriques dans la salle. Dans le film? Ou dans la vraie vie? Dans les films qui montrent? Oui, dans les films qui montrent. Mais quand je parle d'excuses, est-ce que... Oui, tu vois, les films qu'ils montrent dans les salles. Oui.
Oui, tout le monde tout à est, fait, oui, tout le monde est oui. euphorique. Non. Non. Ils sont quand même ravis. Non, justement, moi je trouve qu'il y a une évolution au fur et à mesure des films et qui résonne avec ce qu'il apprend en tant qu'humain au fur et à mesure du film. Et c'est par exemple le film de guerre. Non, ils sont. Oui, wow, putain, ils se disent bon, il est très prometteur. Et c'est que à partir de certains films, quand il ajoute la touche direction d'acteur, émotion avec son film de guerre, que là, par exemple, sa mère pleure. Oui. Ce qui est très significatif, mais c'est pas sur l'entièreté de ses œuvres. Oui, je vois parfaitement mais en fait, il est dans le film prodige. Il est extrêmement précoce. Donc même son premier film qu'il fait, les gens sont au moins impressionnés. Et vers la fin, ils sont bouleversés. Mais en fait, j'ai pas compris ton argument. C'est que Steven Spielberg, par contre, dans le film Les Fabelmans, fait des clichés parce qu'il parle d'une époque où il faisait des clichés et donc sa vie, c'est des clichés? Non, c'est ces clichés qui l'ont inspiré, mais du coup, il les fait passer pour des clichés dans le film. Oui. Pour signifier aux spectateurs qui l'ont compris. Enfin, vous l'avez. Enfin, mais j'aime pas le film, mais vous me l'avez fait comprendre, je crois. Bah oui, c'est tout le truc en fait. Non, mais tu vois ce que attends, je vais peut-être reformuler. Après, je te laisse la parole à Axel qui va sûrement l'expliquer. Je suis pas pressé. Sûrement l'expliquer. Est-ce qu'on peut faire la distinction entre une caricature et un archétype? Dans la mesure où il montrait l'archétype de la brute, mais qui à l'intérieur est un lapin, est insécure. Là, c'est fascinant. Pour moi, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Je suis d'accord avec toi. Mais la manière la moins intéressante que possible. Mais non, il a fait la manière la plus intéressante possible puisqu'il prend des principes de cinéma pour le faire, c'est-à-dire le montage et la réalisation. Donc surtout, non, c'est pas anodin. Pour moi, ce sont pas des caricatures ni des clichés, c'est des motifs. C'est-à-dire qu'il les regarde et il les étudie en tant que motif, le motif du père du père qui ne prend pas sa puissance, le motif de la mère qui est justement lié à l'artiste. Encore une fois, on va revenir sur le père et la mère, le cliché le cliché du harceleur là, et qui justement à travers l'image et à travers le cinéma, quand il fait le film de classe à la fin, il va remettre en question ce cliché-là. Il remet en question le cliché du harceleur dans le film en le confrontant à sa propre image, en le montrant face à son film de vacances. Donc tout le film, il n'est que en train de remettre en question ces clichés-là et de montrer leur effervescence, le moment où elles ont émergé, parce que ce film, c'est une émergence, tout n'est qu'au début, et il le remet en question et il passe son temps à nous questionner sur ce rapport qu'on entretient aux images et à nous remettre dessus. Mais en fait, on pose pas de questions. La brute le dit explicitement. Il dit explicitement au personnage, en anglais on appelle ça exposition, je ne sais pas si on veut dire exposition en français. En gros, il illustre vraiment la narration, c'est ça que tu veux dire? Il dit exactement ce qu'il ressent. Si Steven Spielberg avait trouvé une manière créative, ils font ça tout le long du film. C'est à la fin, la mère dit littéralement "Follow your heart". What the fuck? Non mais genre, c'est bien de suivre ton cœur, notamment si tu es artiste, c'est bien. Mais juste trouve-moi une manière intéressante de le dire. C'est Spielberg quand même. Je m'attends à une mise en scène qui a un certain sous-texte, qui communique et pas un personnage que combien de fois est-ce que tu t'es battu avec un brute? Surtout toi, Céline, je suis sûr que ça t'est arrivé plein de fois. Tu le défonces la gueule, tu vois, et à la fin, il dit, putain, Céline, au final, je t'ai traité de pute parce que moi-même, je me sens pute. Genre, mais il est beau ce moment, justement. C'est là que en se voyant lui-même à l'écran, voyant ce qui est beau en lui et que le personnage de Sammy Fabelman révèle à l'écran, il lui dit mais comment je fais que de te harceler, pourquoi est-ce que tu me montres de cette façon-là? Mais c'est parce que tu es ça aussi, et il passe au-delà. Il change la réalité à travers la fiction. Mais c'est pas que ça, c'est surtout. C'est beau. Et c'est là la grandeur du film, c'est que c'est encore on peut y ajouter encore un autre niveau de lecture, parce que ça, avec ce moment-là du film, ça résonne aussi avec le divorce très récent de ses parents et sa volonté de remettre ses parents ensemble, parce que dans la scène dans laquelle il Axel, dis-nous ce que tu en as pensé. On a besoin d'avis positifs. De redonner puissance à son père. Non, mais juste pour finir sur cette scène, oui, c'est ça, en fait. C'est de montrer enfin, du moins d'essayer de se prouver qu'avec le cinéma, il peut faire de grandes choses, et donc potentiellement de remettre des gens ensemble, en fait. Donc c'est pour ça, cette scène répond à
à ce divorce très récent, à ce moment-là du film. Il le fait très bien par le biais des films qu'il réalise dans Fabelman, avec le film de fin d'école et le film de famille pour ses parents. Mais comme dit Olivier, c'est vrai qu'il y a énormément de dialogues explicatifs où on comprend les émotions des personnages, et d'autant plus quand Samy réalise ses films. Mais ils en rajoutent en expliquant à chaque fois leurs sentiments. C'est ça qui gâche le film, en fait. Ça apporte une lourdeur dont on n'a pas besoin. Bon, avant de laisser Axel commencer sur son avis, je veux juste préciser, c'est pas une excuse, mais je le précise quand même, c'est quand même la première fois que Spielberg réalise un drame intimiste. Pour l'instant, il a toujours fait des films fantastiques, d'aventure ou historiques. C'est la première fois qu'il se confronte à ce genre-là. C'est pas une excuse, surtout pour Spielberg, il n'y a pas besoin d'excuses, mais je trouve ça juste notable de dire que c'est bien la première fois qu'il se met dans cette narration-là. Axel, je t'en prie. Non, déjà, je te remercie Maxime parce que t'as répondu à plein de choses, de petites problématiques qui ont été posées par les gens autour de la table. Mais en fait, je sais pas par quoi commencer. Est-ce que je vais essayer de répondre un peu à tous les arguments qui ont été donnés, ou si je reste sur ma vision de base? Non, dis-nous à chaud ce que t'as pensé. Donne-nous ta vision et puis après on les éclate. je rigole. Et moi je suis entre les deux. La Suisse, d'accord, j'ai bien aimé, et pas forcément. La Suisse, c'est beaucoup trop approprié. Si. Moi, c'est l'évasion fiscale. Moi, je veux du bif, d'accord. Voilà. Ouais. Je me demande si d'ailleurs t'as pas utilisé tous les fonds de l'association pour payer Céline et Olivier pour dire du mal de ce film. C'est surtout ça que je me demande. Je suis démasqué. Non, mais sérieusement, hein? Quel fond? Eh ben, justement. C'est vrai, on avait 10 € qui c'est lui qui vient de parler de compte en Suisse. 5 € pour Olivier, Axel. 5 € pour Non, mais Axel, vas-y. En fait, aisément corruptible. J'entends tous vos arguments, principalement concernant l'aspect très illustratif du film. Je les entends et je vais pas les renier forcément, mais je vais y venir après lorsque je vais parler de certains passages du film. Mais donc voilà, pour vous parler de mon avis du film, moi, je pense que vous l'avez compris, je pense que c'est un chef-d'œuvre. En fait, ce film, je pense que c'est l'un des meilleurs films de Spielberg. Oui, je suis certainement la personne autour de la table qui d'ailleurs en a vu le moins de films de Spielberg. Mais bon, non, mais je regarde-en peut-être un peu plus. Ouais, non mais tu rigoles, tu dis c'est peut-être ça, mais premier degré, c'est possible. En fait, je trouve que ce film, en fait, il est d'une universalité et d'une résonance et d'une grandeur telle que finalement, on n'a même pas besoin de pousser l'analyse très loin pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Mais cependant, il nous laisse quand même la possibilité à chaque fois de creuser encore et encore, et d'y trouver toujours plus de raisons ou de causes, je dirais, à l'œuvre cinématographique de Spielberg. Absolument tout se répond symboliquement dans ce film avec un subtil mélange de naïveté propre à Spielberg et d'incrédulité qui sont selon moi symbolisés formellement et implicitement par les parents dans le film et les enfants, et entre lesquels en fait le jeune Samy va naviguer au fur et à mesure du film. Comme c'est l'aîné de ses frères et sœurs, il est le plus proche de ces deux camps entre guillemets, et c'est un film d'une justesse et d'une habileté telle en fait qu'à sa seule en fait scène d'ouverture, Spielberg nous raconte déjà de quoi il s'agit et de quoi il va s'agir. C'est encore une fois, c'est encore très propre à Spielberg, cette manière de symboliser, de caractériser très rapidement qui sont les personnages et ce qui va se passer. Et de toute façon, on s'en rendra compte plus précisément lorsqu'on grandira avec Samy et qu'on avancera dans l'histoire. Mais ce film, en fait, je le vois comme une sorte de réponse à sa propre problématique, dans le sens où c'est une problématique qui représenterait donc l'entièreté de l'œuvre de Spielberg, mais où Spielberg l'agencerait plus de la forme comment je vais symboliquement faire découvrir à mon auditoire les raisons des thèmes que j'aborde dans mon œuvre par le cinéma lui-même et par des principes de cinéma. C'est là-dessus que j'insiste, vous l'avez certainement deviné lorsque je rebondissais sur vos arguments juste avant, c'est qu'il le fait par le cinéma, et moi je trouve que c'est ce qui forme toute la grandeur de ce film, et qui n'en fait justement du coup en rien un film avec des personnages unidimensionnels ou clichés ou avec un seul niveau de lecture. Je pense pratiquement l'inverse en fait. Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. Samy ?
Mais je peux poser une question. Oui. T'as pas l'impression que le personnage de la mère et le personnage du père sont... après, c'est peut-être la réalité, je sais pas, mais sont un peu trop chacun dans un extrême et qu'il a pas mis beaucoup de nuances dans ces personnages-là. Moi, j'ai eu cette impression. Vraiment. Je vais pas te contredire là-dessus parce que, en fait, je les vois pas comme unidimensionnels, mais je vais rebondir avec ce qu'a dit Olivier là-dessus. Je les vois comme des archétypes. Et en fait, des archétypes qui répondent vraiment à la carrière de Spielberg. Parce que en fait, c'est là que ça offre plein de niveaux de lecture. On prend, par exemple, la première scène, qui est, par exemple, la description de ce qu'on pourrait dire comme deux personnages dimensionnels et tout. Il le fait très bien, il le fait en un plan où on comprend de quoi il s'agit. On comprend la vision de la vie différente, la dissonance dans la vision de la vie différente des deux parents. Mais ça représente aussi plein de choses. Ça va représenter forcément la fracture concrète, c'est-à-dire le divorce qui va arriver plus tard. Mais aussi, c'est quoi ? C'est aussi donc le père technique, grand technicien et tout. C'est lui qui donne sa caméra à Samy. C'est pas la mère. Enfin, c'est pas un hasard. Ça a beaucoup de sens. Et surtout, le père et la mère représentent en fait deux aspects fondamentaux dont on a besoin lorsqu'on veut devenir réalisateur, c'est-à-dire cet attrait à la technique qui va tirer du père et cet attrait à la sensibilité, tout ça qui va tirer de sa mère. Et dire rien que ça en fait, il raconte déjà beaucoup de choses par la première scène et il prend c'est pour ça que je vois ses parents comme vraiment deux archétypes. Spielberg découle naturellement de ça. On parle du mec qui a réussi à te pondre dans la même année La liste de Schindler et Jurassic Park. Dans la même année, il te livre un film profondément personnel, intimiste et une œuvre révolutionnaire techniquement et universelle. Donc, ça rejoint ce qu'a dit Maxime. Il était sur le tournage la journée et il prépare. Il faisait le montage d'un autre le soir, un truc du genre. Il était sur le tournage de La liste de Schindler la journée et le soir il est en train de préparer les effets spéciaux. Mais c'est fou. Enfin, c'est pas humain déjà. Et non mais juste comment il prend ces deux choses-là, quoi. Comment il prend ces deux archétypes et il en fait ce qui va devenir son œuvre plus tard, comme l'exemple que tu as donné tout à l'heure avec le maître nageur qui fait référence effectivement aux Dents de la Mer, tout ça. Je veux dire, c'est ça tout le film. C'est ça tout le film et c'est pas si premier degré que ça, enfin non, pas de premier degré, mais c'est pas si trivial que ça, parce que beaucoup ici, je pense, par exemple toi Céline, tu l'as vu tout à l'heure avec l'exemple de Maxime sur le maître nageur, c'est pas des choses qu'on repère maintenant, donc c'est pour ça que je dis qu'effectivement il prend des choses très simples mais c'est intelligent et profond selon moi et en fait ça résume la carrière de Spielberg. C'est beaucoup de gens ont dit ça, Spielberg c'est quelqu'un de très simple, enfin il prend des choses très très simples et tout, mais c'est là son talent, il prend des choses très simples mais il arrive à amener quelque chose de très intelligent dessus et qui est universel. Je suis d'accord avec toi par contre que le fait que les deux parents représentent deux piliers fondamentaux du cinéma, c'est très touchant et très intelligent de le montrer comme ça. Mais en revanche, d'un point de vue purement narratif, j'arrive pas à m'attacher à des personnages qui sont aussi... qui sont seulement des archétypes en fait. Paul Dano, je l'ai trouvé. Enfin, moi, j'étais vraiment habitué à voir Paul Dano dans des personnages que j'ai pas envie de connaître. Du style, il joue souvent des personnages de psychopathes en général, Paul Dano, et puis là, le voir dans un personnage de père. Et on y croit 100%. Enfin, perso. Sensible, pareil. J'ai vu le père de Fabelmans. Moi, j'ai été totalement investi dans ce personnage-là. C'est trop bizarre. Non, mais je comprends, tu vois. Enfin. À la fois, moi, je trouve ça très beau leur ligne directrice aux parents. Après, peut-être que c'est pas obligé que ça dure aussi longtemps parce que ça met beaucoup de temps, je trouve, à évoluer, alors qu'on voit les choses tout de suite. On voit très bien que dans le film, on voit très bien dès le début que le père, il est vraiment passif un peu dans l'éducation des enfants, qu'il est très en train de pousser Samy pour faire des études, alors que la mère c'est plutôt l'inverse. Et on voit dès le début en fait cette relation d'adultère qu'elle a avec le meilleur ami. Mais non, moi je la vois pas. Alors oui, direct. Ah oui, mais on le sentait. Ah mais oui. Ben tu vois, on est juste beaucoup plus client. En fait, on pourrait s'arrêter là. On est juste beaucoup plus client de cette naïveté là. Mais c'est voilà, c'est le talent du mec. Une question. Oui, ceux qui ont aimé le film. Il nous dit. Quand la mère décide
de quitter sa famille. Et donc, ses enfants sont en pleurs, tout le monde est dépressif, ils sont, genre leur cœur est absolument brisé et on la supplie Le mien aussi. de rester avec. Oui, mais on la supplie de rester avec. Et sa raison, c'est que, bon, elle n'aime pas tellement déménager parce qu'ils ont fait New Jersey, Arizona, C'est évidemment un Californie, c'est un mensonge peu pour ses chiant. enfants. Non, mais ça c'est une des raisons. Et l'autre, Non. c'est que c'est ce qu'elle dit. Oui, Et mais c'est l'autre- justement, c'est là, ce qu'on dit, ce que le personnage dit textuellement, c'est pas forcément ce qu'il pense. Non, mais on voit à travers le film que ça lui fait chier. On lui voit que ça lui fait chier. Mais ce que je veux dire, c'est que les seules choses que Spielberg montre étant les conflits, c'est que sa vie domestique est un peu chiante et que elle aime Seth Rogen. Genre, Et alors Il est drôle. non, mais J'adore oui, Seth exactement. Rogen. J'adore Seth Rogen. Il est drôle, il est moins un nerd que Paul Dano. Oui, mais ça, par contre, c'est très touchant. Enfin, ça, c'est très touchant. En revanche, à chaque fois, elle dit Oui, bah, Benny, qu'est-ce qu'elle dit à chaque fois ça me manque de rigoler. Enfin, Ouais. on comprend quand même qu'elle aime cet homme. Totalement. Mais Spielberg ne montre jamais la raison pour laquelle elle va fracturer une famille à Bien, cause de mais ça. il C'est fait que ça évident. tout le film. C'est Il fait que évident. montrer. Pourquoi? Parce que elle s'ennuie dans son couple. Son mari, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est sa carrière professionnelle. C'est faux. Mm. Alors, pas que, évidemment, mais c'est... Ah ouais. C'est fou. Ah oui, En non, fait, voilà. si pour moi, s'il déménage à chaque fois, c'est toujours pour le suivre lui dans. ses Mais ça, c'est différents, normal. Mais voilà. Enfin, voilà, Mais il a besoin. je vais être d'accord avec Olivier. Thank you. Non, mais mais en fait, sens. c'est surtout, mais c'est un truc où il faut recontextualiser. On a une époque où, effectivement, la carrière professionnelle de l'homme ramène l'argent qui fait vivre la famille. Donc, par ça, en fait, c'est pas du tout, c'est pas que son boulot qui l'intéresse. C'est surtout sa famille. Je veux dire, malheureusement, il y a ce dommage collatéral qui fait qu'il faut emmener tout le monde. Et donc, elle doit s'effacer. Mais non, au mais pas du profit tout. de. C'est tout. Ça fait partie d'un peu du drame du film, ça. Ça, Mais justement. ça en fait partie. Et ça explique. Ils partent en Californie parce que Sammy est au courant. Et donc, c'est soit il déménage, soit la mère doit vivre avec le fait que son fils est au courant qu'elle a une aventure. Et il décide de partir pour partir loin de Benny. Moi, j'ai compris ça. Ah non, mais surtout, c'est que son père demande qui demande le divorce. Non, mais quand ils partent en Californie, au début, il devait pas partir parce que la mère ne voulait pas. Avant, et le père avait accepté effectivement. de ne pas partir. Oui, avant, C'est parce qu'il y a un super poste dans une super boîte pour le qui va leur permettre d'avoir un très bon niveau de vie. Voilà, qui d'ailleurs, exactement. fun fact, dans la vie réelle, c'est vrai que le père de Spielberg, du coup, a. Mais oui, c'est un génie. Mais c'est ça qui est fou. Un ordinateur qui a permis à Apple d'être créé par la suite. Et puis. Non, mais c'est ça qui est fou. Mais il fait toute la résonance du film, en fait. C'est phénoménal. Son père est littéralement, un vrai génie qui était dans les l'un des personnes qui ont été très importantes pour la création des premiers ordinateurs. Enfin, on imagine. Et puis, bon, je sais pas si c'est vraiment. Si, c'est dit dans le film, c'est quand même que elle a renoncé, sa mère a renoncé à une carrière de pianiste qu'elle avait pour justement avoir cette famille-là. Donc, elle a renoncé à tellement de choses au bout d'un moment qu'elle en a marre, je pense. Elle est plus heureuse dans son couple. Moi, je pense que c'est pas qu'une question d'en avoir marre. Je pense que c'est une question que ce sont des personnages qui fonctionnent à une certaine énergie, comme le Mont Spielberg, il en parle par motif. Paul Dano, le père de Spielberg, du coup, ce qui le fait fonctionner lui, ce qu'il travaille. Tu vois qu'il parle toujours en langage. On va parler juste après, Axel, du premier plan du film qui résume tout ce qu'on est en train de dire. Et justement, le père Paul Dano parle toujours en langage très informatique, parce que c'est très informatique, je veux dire, en langage presque mathématique, structurel, scientifique. Il est c'est quelqu'un de réaliste, très pragmatique, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Ouais. Et à l'inverse, sa mère qui elle fonctionne, elle a besoin de rire, d'amour, d'amour au sens l'amour de la vie, tu vois, danser, c'est l'espèce d'impulsion, cette force peut-être d'incohérence qui ont cette chose qui ne peuvent pas s'accorder eux deux, et c'est parce qu'ils s'opposent qu'ils s'aiment. Mais ils s'accordent. Enfin, bon, ils s'accordaient, et je pense qu'ils s'accordent plus au moment du film. Ok. Non, c'est vrai. Ce sont des énergies contradictoires qui se rencontrent à un moment, se séparent. Est-ce que vous avez vu Mad Men? La série? Non. Oui, la série. Ça se passe dans les années 50 et ça parle de la vie quotidienne et ça se focalise énormément sur les femmes au foyer. Et là, on arrive à montrer, c'est Madame Bovary, mais l'ennui absolu. C'est l'ennui absolu. Dans ce film, The Fabelmans,
Et il y a souvent d'ailleurs des véritables conflits avec les familles. Et tu as quelque chose qui est fondamentalement moche. Et le fait que ça soit sous cette sorte de, on va dire, cette façade parfaite des années 50, tous les problèmes sortent comme des raptus. Et c'est encore pire. Ça veut dire que tous les problèmes qu'on refoule, ça sort avec une vengeance. Ça, on le voit pas dans The Fabelmans. Pardon, mais ils sont le mari et la femme sont, bon, peut-être ça ne résonne pas énormément avec eux, mais c'est contenu. Imagine. Il y a un moment où Paul Dano est dans la voiture et justement il dit c'est marrant, j'ai rêvé cette nuit que je pétais la gueule à... Oui, j'ai adoré ce moment. Ça c'était cool. Que je pétais la gueule et puis elle devient complètement, elle panique totalement et puis elle sort. Et d'ailleurs à ce moment-là, moi j'ai cru que c'était vrai, parce qu'elle avait fait un rêve prémonitoire aussi juste avant où elle rêvait que son oncle arrivait et ça s'est vraiment passé. Du coup moi j'ai cru que quand il fait cette réplique-là et qu'il dit qu'il a fait ce rêve-là, c'était pour dire implicitement qu'il lui a pété la gueule. Mais c'est très intéressant parce que là, il a repéré, mais de manière subliminale. C'est que lui, il a fait genre un sorte de film dans sa tête où il a vu exactement ce que a vu la caméra dans la mesure, mais il n'a pas vraiment vu. Ouais. Je suis d'accord avec toi et justement, je trouve ça hyper intéressant parce que ça montre aussi, ça amène un peu plus de profondeur au personnage qui était jusque-là un peu un personnage de surface et finalement on se rend compte qu'il capte tout ça mais qu'il le renie. Il veut pas le voir. Et ça ressort d'une façon, ça peut pas s'en empêcher. C'est dans le rêve. Dans le rêve, exactement. Ce qui est fascinant. Non, mais j'aimerais préciser juste vite fait les rêves sont des films. Oui. Non, mais c'est totalement ça. Et Céline, elle a complètement perplexe. What the fuck? Je comprends. Mais j'ai l'impression de... What the fuck are you talking about? Je devais pas être bien quand j'ai vu le film parce que pour moi, la scène de la voiture, j'ai trouvé ça ridicule. J'ai pas compris. Personne ne parle, si je me souviens bien, personne ne parle dans la voiture. Et d'un coup, le père dit, j'ai fait un rêve où je tapais Benny. Enfin, c'est très gênant et je ne comprends On pas. est plus assez après dans le film. J'ai pas compris pardon, j'ai pas compris. Parce que qu'est-ce qui te gênait précisément? Le fait que ça soit tellement random? En fait, j'ai pas trouvé ça réaliste. D'accord. Pour moi, soit t'es au courant et tu vas pas en parler dans la voiture avec tes enfants à côté, soit t'es pas au courant et tu parles d'un rêve lambda comme ça, mais... Non, parce que souvent, on ne connaît pas la signification de nos rêves. Non, mais pour moi, le père est au courant. Et puis même, se trouve, en fait, je pense que le père, c'est pas un rêve qu'il raconte, en fait. C'est qu'en fait, il tend une perche. Il va voir la réaction en fait parce que le père c'est quelqu'un de très intelligent. Il est pas c'est pas quelqu'un qui est totalement absent aux émotions ou à la compréhension de l'être humain. Donc il n'est pas unidimensionnel. Enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il ressent certainement cette chose-là et il vient. Non mais j'essaye en répondant à vos questions de répondre aussi aux problèmes que vous avez. Non mais c'est que c'est pas quelqu'un de totalement insensible à tout ce qui est émotion. Donc en fait là, non, peut-être qu'il a fait un rêve. Je sais pas, mais surtout moi, comment je le comprends, c'est qu'il vient tâter et il vient essayer de trouver, il tend une perche en fait. Mais c'est pas le bon moment pour faire ça. Mais quand t'es comme ça, quand tu vois pas, quand tu travailles jour et nuit, tu vois pas ta famille. Mais quand t'as un tel niveau de désastre au fond de toi et dans ta famille, et quand même avant, il y a une scène où il parle à Samy en disant ne fais pas ton film là, en fait, fais plutôt le film pour ta mère parce que moi elle va pas bien à connaître. Et après il le signifie qu'il y a quelque chose qui va pas en ce moment, il y a un truc, elle réagit plus pareil et ça intervient après. Je veux dire, c'est pas un hasard, c'est pas pondu là, il te l'a pas mis comme ça. Oh bah tiens, j'ai fait un rêve. Mais moi ça m'a apparu comme ça. Oui, mais juste on prend un peu de recul sur la chose et on remarque si on vraiment on creuse et qu'on se laisse convaincre que ce film il y a beaucoup plus de choses à creuser là-dedans, on remarque des choses comme ça. Mais c'est vrai que il y a des choses à creuser. Non, mais bien sûr. Mais c'est vrai que si on se dit juste que c'est une histoire parfaitement linéaire, c'est sûr, et qu'on se donne pas l'envie d'aller voir au-dessus, mais c'est toujours ce qu'on devrait faire avec un film de Spielberg. On devrait toujours voir ce qu'il y a derrière, quoi. Par exemple, dans la scène où la mère va commencer à danser, elle est en robe de nuit. Ouais. Il y a pas, peut-être je me trompe, peut-être je l'ai raté, mais si Paul Dano était au courant ou avait le soupçon que sa femme tapait son ami, pendant qu'il se taper. Ah, d'accord. Excusez-moi. C'est pas le même film. J'ai vu un autre film, j'avais pas compris ça. Mais il est au courant. D'accord. Peut-être pas à ce moment-là. Il serait pas gêné
où il y aura au moins un plan où il n'aime pas le fait que son pote J'en ai un. Ok, donc est-ce que c'est après la scène où elle danse? C'est juste avant. C'est juste avant, d'accord. Selon moi, c'est pas fort. Je sais pas si c'est une scène de gêne pure, mais Sur l'arbre. exactement, ce qui intervient juste avant l'arbre. Lorsqu'il montre, bon là encore, c'est le talent de Spielberg, mais je vais si j'en parle encore et encore, mais effectivement, il y a encore 2 niveaux de lecture sur cette scène. T'as effectivement, en fait, il est en train d'essayer d'apprendre un principe physique, qui est le centre de gravité, à ses filles. Quand il essaye de construire la tente et tout, ses filles s'en battent les couilles, littéralement, et paf, ça va vers tonton Seth Rogen et maman. Qui est sur l'arbre. Et lui, tu le catapulter la mer. Exactement. Tu vois que son mari, il est bien emmerdé avec tout ça. Mais allez, si je puis encore me permettre d'ajouter un petit chose, c'est tellement, peut-être que j'extrapole trop, mais j'y vois vraiment Spielberg qui nous rappelle un truc essentiel dans le cinéma, c'est les métiers de l'ombre. Tous ces métiers techniques qu'on ne voit pas, qui sont indispensables pour faire ce film. Il raconte un principe physique essentiel qui est donc le centre de gravité et qui peut servir à beaucoup de choses. Les gens autour s'en branlent. On va vers le truc qui est marrant. Ah, maman, elle joue avec l'arbre. Regarde, ça fait un lance-pierre. Regarde, non, sérieusement. Mais tout à fait. Il est encore en train de travailler cette différence entre la science, le principe, le concret, et puis le divertissement lié à l'art et au fantastique. L'attrait de chacun pour la stimulation. Oh, regarde. Et déjà, c'est là où lui il est génial, c'est que en fait, on voit vraiment que cette séparation entre ces deux opposés-là, Spielberg est au milieu et a passé sa vie au milieu et tous ses films entre ces deux motifs-là, et que cette scène-là est encore en train d'implicitement la démontrer, mais en sous-texte. Ce que tu as dit était très pertinent. Mais tu réponds pas à ma question. Non, mais ce film est linéaire. Rappelle-nous ta question. En fait, est-ce que je ne vois pas pourquoi Steven Spielberg ne montre pas un seul moment... Attends, non. Ta question, non, ta première question, c'était, on ne voit pas le père gêné par ça, on le voit pas. Et ben non, j'ai répondu avant. Non, mais c'est pas la même chose. Ah, alors, c'est une autre question alors. Non, parce que là, c'est normal qu'il soit gêné par le fait que ses filles et que sa femme soient plus impressionnées par l'arbre de Seth Rogen. Mais ça, c'est du sous-texte. Ça ne veut pas dire qu'il soupçonne que sa femme couche avec son meilleur pote. Mais j'en ai pour au-delà du sous-texte, on le voit un petit peu. Si c'est du sous-texte, ça existe. Hein? Mais non, c'est pas nous, il nous le montre, Spielberg. Steven Spielberg communique avec du symbolisme et du sous-texte que Seth Rogen... très grand réalisateur. Oui, exactement. Il fait du cinéma, mais non. Comme... il montre avec du sous-texte, donc Spielberg communique avec nous que il y a un concours de beats en fait, et Seth Rogen gagne. Mais ça ne veut pas dire... Mais Paul Dano, le personnage, le père, n'a pas de... On ne montre jamais que lui... Le personnage a un soupçon que son pote couche avec sa femme, parce que sinon il serait au moins gêné un tout petit peu que le gars regarde sa femme danser en chemise de nuit. Parce qu'on le voit du point de vue de Samy. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il peut pas. Du point de vue de Samy. Et une fois que c'est vrai, que c'est su, là on voit, elle lui dit, ben oui. Tu l'as toujours su que c'était plus mon ami que le tien. Et en fait on voyait toujours du point de vue de Samy qui lui ne savait pas que son père était au courant. Il pensait que son père était bête et ne voyait rien. Et au final, on comprend en même temps que Samy que son père savait. Ok, juste pour que j'ai bien compris, car c'est... Vous m'avez fait comprendre le film. Mais bien sûr. Maxime, serre-moi la main. Allez, je t'adore. Allez, c'est bon. Je veux participer au succès. Allez, on aura fait une thérapie. Allez, on s'arrête là. On s'en va là. Allez, au mois prochain pour John Wick 4. On passe à l'étape suivante. Merci les enfants. Donc juste pour bien comprendre, parce que là, c'est très intéressant. Calm down. Là, c'est très intéressant. Donc, la raison pour laquelle on voit la sorte de famille parfaite, c'est parce que on le voit à travers le paradigme de l'enfant naïf. Oui, tout à fait. No shit, bro. Ok. C'est du point. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il fait un film sur sa carrière, mais il fait un film sur son enfance et son adolescence, et pas sur sa vie. C'est un point sur lequel je voulais rebondir quand tout à l'heure tu disais qu'il avait peur de faire un film narcissique. Il aurait voulu génie, mais c'est chiant. Je suis d'accord. Oh là là. Mais comment c'est possible? Ça c'est dur. Mais au moins, il a reconnu cette chose-là. Ouais, je te remercie, Olivier. Oui, mais c'est un détail. C'est juste un détail. Non, c'est pas un détail. C'est tout. Oui, c'est un détail. C'est juste. Est-ce que Paul... Non, attends, Olivier. Tu sais, Axel, nous
sommes pas là pour essayer de convaincre les autres de notre propre Eh ben si, argument. tu viens de le voir. Non, là. Si, pas si, du si. tout, Axel, pas du tout. Et pourquoi tu me vises moi? Il y a Maxime avec moi. Bah ouais, tout à fait. Moi, je veux vous convaincre, j'en ai rien à foutre. Mais bien sûr. Non, non, mais n'est pas une c'est ça les bons opposition. débats. C'est ça les Non, bons débats. C'est mais c'est très intéressant. qu'on laisse des choses aux autres. Et quoi. je vais même souligner un petit peu ce passage-là. À quel moment en fait il sort de sa vie, de sa vision de petit gamin, quand il re-regarde ses films. Ouais. C'est à ce moment-là où il devient finalement adulte en fait, et il arrive à voir la vie autrement. il a eu un truc, Olivier. Il arrive à voir la vie autrement à travers la fiction. Donc, c'est comme ce qui se passe avec l'harceleur qui se passe après à la fin. C'est comment la fiction influence sa vie. Et C'est tout ça. le film, ce n'est que ça. C'est comment, c'est tout le film. que C'est exactement ce que j'ai noté. C'est tout le film. Comment ce qui le forge en tant qu'humain, ça le forge en tant que cinéaste plus complet, jour après jour, magnifique. et inversement. C'est magnifique. Je viens de réaliser un truc. Tu sais, quand la mère danse, cette scène où le gamin est dans la fiction, on va dire. Là, elle danse devant le projecteur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre point de vue, c'est dans l'écran. Et donc, ça veut dire que nous, on est dans la fiction. Et que la mère est sortie dans la réalité. Et ça, c'est beau. tu vois, on est Tiens, je le note tellement c'est beau ce que tu me dis. Selon notre perspective, si on prend le symbolique, nous sommes dans l'écran, nous sommes Samy, nous sommes dans la fiction. Et lui, il va en sortir quand il va faire le montage. Parce que c'est la lumière justement de la voiture qui est derrière, qui l'éclaire, qui est en projection. Exact. Et d'ailleurs, Spielberg a fait j'ai une petite citation de Spielberg où il parle de cette scène-là. Il fait l'une des raisons qui m'ont fait écrire cette scène, c'est que à un moment dans mon enfance, il s'est passé quelque chose qu'on retrouve dans le film. Un déclic s'est produit dans ma vie entre ma mère et moi. J'ai cessé de la considérer comme un parent et j'ai commencé à la considérer comme une personne. J'ai vu cette interview, très bien. Voilà. Et très bien cette interview. Ouais, ouais. Et c'est vraiment à ce moment-là où il souligne ça et où en fait, J'adore ce débat. c'est Non, mais vraiment, j'ai appris tellement de choses. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. C'est passionnant. C'est à la fois quand lui devient adulte, et ben il voit la vie autrement, et c'est aussi quand il arrête de considérer ses parents comme parents, mais comme des personnes, et qu'il voit justement, c'est pour ça que il y a la sœur justement qui s'est cachée sa mère, et tout d'un coup le rôle s'inverse presque. La petite fille devient presque la mère, et la mère devient peut-être la petite fille qu'il faut cacher parce qu'elle ne peut pas se couvrir. Enfin, c'est pour ça que moi c'est là où j'ai pas trouvé ça chiant. Et que moi vraiment j'ai été bouleversé du début à la fin, c'est que je voyais vraiment ça comme un cinéma de motifs, un cinéma de symboles, et que je pouvais peut-être plus, j'ai vu plus de films de Spielberg arriver à faire plus de liens et plus je suis plus familier à ça, et c'est ce peut-être qui fait que je me suis pas du tout ennuyé et que j'ai à l'inverse trouvé ça magnifique. D'ailleurs il y a une autre citation de la liste de Schindler qui je trouve résume très bien ce que moi personnellement je pense, et puis après on va passer à la suite. C'est au moment où un petit discours sur le pouvoir dans la liste de Schindler, où le personnage de Liam Neeson dit le pouvoir c'est la possibilité de faire quelque chose et ne pas le faire, c'est ça le pouvoir. Et ben moi ça résume très bien ce film là. Spielberg, il a une autoroute pour nous montrer en quoi c'est le meilleur réalisateur de tous les temps, pour nous mettre des T-Rex, pour nous mettre Peter Pan, pour nous mettre des requins, pour nous mettre qui tu veux. Il ne le fait pas, il va chercher à l'endroit de sa vie qui est peut-être le plus originel, mais aussi qui n'est pas le plus démonstratif. Et pour moi, c'est ça qui fait que j'étais assez abasourdi devant le film. Dans cette famille, c'est les scientifiques contre les artistes. Samy est dans mon équipe, il tient de moi. Parce que moi, j'aurais bien aimé parler de la musique, en fait. Ayant adoré le film, c'est peut-être le point le plus négligeable selon moi, mais ben justement, enfin, c'est ce qui m'a pas permis de kiffer autant que d'autres films de Spielberg, et qui m'a beaucoup frustré, mais en même temps, je trouve que ça sert énormément le propos du film, et que c'est quand même brillant. Je m'explique. Les films de Spielberg, il y a cette musique de John Williams qui vient te prendre à un moment donné, qui t'embarque, qui te prend et qui te ramène à l'enfance, et là d'un coup tu es un gamin. Moi c'est ce qui me touche énormément chez Spielberg, et qui me permet de vraiment rentrer dans ces films. Et là j'ai été frustré dès le début, parce que finalement la musique pendant tout le film, il y en a pas tant, et surtout au début, je trouve qu'elle est pas hyper présente, qu'elle vient petit à petit. Elle vient petit à petit, et pendant la bonne moitié du film, elle ne vient pratiquement que de la mère,
et à travers, enfin, elle est dans le film, elle est montrée, donc elle est diégétique, c'est-à-dire qu'elle vient, par exemple, lorsque la mère joue du piano, il y a la musique. Lorsque il y a la radio, peut-être il y a de la musique. Mais sinon, il n'y a pas forcément de musique. Et moi, c'est ce qui m'a... Est-ce que la musique ne sera pas justement attrait du fantastique dans le film et que justement, c'est pour ça quand c'est la mère ou quand le cinéma apparaît, la musique intervient. Exactement. C'est là où je voulais en venir, c'est que la musique est quelque chose d'artistique, quelque chose qui fait partie du film, et elle vient de qui? De la mère, qui est la représentation de la part artistique dans la famille. Et ça fait partie de l'envie naissante aussi de Samy de réaliser des films. Et donc, au début, il n'y a pas forcément trop l'envie. Et puis, au fur et à mesure, grâce à sa mère, la musique arrive. L'envie de faire des films arrive. Et la musique s'ajoute aux images et fait grandir le réalisateur, Samy, au fur et à mesure. Et donc, la musique est de plus en plus présente dans le film. Donc, c'est presque comme si, désolé de te couper, mais même si les parents, on va dire, dans leur vie quotidienne, il y a une dissonance et ils n'arrivent pas à connecter, en Samy, ils connectent parfaitement parce que tu as un niveau technique et tu as un niveau artistique. Ainsi, la raison pour laquelle l'intradiégétique devient extradiégétique, parce qu'elle va, elle va fuser le propre film avec de la musique. Tout à fait. Et lorsque justement Samy réalise ses projections, il y a quoi? Il y a le film qui est projeté et juste devant lui, il y a quoi? Il y a un appareil qui diffuse la musique. Donc en fait, il se sert des deux. Tout à fait vrai. Pour exister. Tout à fait vrai. Et pour réaliser ses films, sa fiction à lui. Exactement comme dans Rencontre du troisième type, où à la fin, les aliens communiquent à la fois avec des notes de piano et avec justement le matériel scientifique de la NASA. Pareil pour faire communiquer la science et l'art. J'avais pas du tout remarqué ça. Merci. Et apparemment, la dernière collaboration entre John Williams et puis Spielberg a confirmé, mais apparemment dernière. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont vieux, je pense. Ah, mais je veux dire, c'était pas le dernier film de Spielberg, donc je pense pas non plus. Apparemment, c'est John Williams qui va arrêter ou Spielberg? Ou juste ils veulent juste plus continuer ensemble. Alors j'ai reçu un message de Spielberg qui m'a dit voilà, bon, c'est John, voilà, il en a marre de bosser avec moi. J'ai un peu la flemme. Ouais, voilà. Puis on a roulé sur le cinéma 800 fois, c'est bon là. Allez. Céline, tu avais une. Je l'ai réveillé. Ah oui, merde, on a un podcast. Je réfléchissais. Ah non, excuse-moi, j'ai cru que t'avais un truc en fait, précis. Oui. Quand t'as parlé de Rencontre du troisième type, j'ai essayé de me souvenir d'une interview que j'ai lue où il y a un journaliste qui demande à Spielberg votre père était scientifique, votre mère musicienne. Et c'est un peu le sujet qu'aborde le sujet du film de Rencontre du troisième type, où c'est deux personnes qui ne communiquent pas de la même façon. Ne le fais pas. Pour le bien de ce podcast, ne le fais pas. Et je sais plus la fin de l'interview. En fait, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'étais dans la lune, j'étais en train d'essayer. En fait, à la fin de l'interview, il dit j'aurais été vraiment très heureux de vous dire que c'était fait exprès, mais non, je l'ai découvert sur le moment avec vous. Oui, je me rappelle, j'ai vu ça. Mais c'est pas grave, c'est pas parce que c'est le génie, c'est le génie de l'artiste. Mais voilà, c'est ça, exactement. Il ne contrôle pas lui-même ce qu'il met dans ses films. Et c'est ça qui est beau, je trouve, avec Steven Spielberg. C'est pas qu'il le contrôle, enfin, il le contrôle pas consciemment. On est conscient, mais non, des fois, justement, ça sort de façon inconsciente, peut-être. Voilà, ok, ça se préfère. Lié à ça, une autre phrase. D'accord, je passerai le podcast à essayer de te contacter. C'est comme ça. Mais je pense que Spielberg est très conscient qu'il a une influence. Enfin, je vais sortir une autre phrase que Spielberg a dit, c'est je pense que chaque fois qu'un réalisateur s'investit dans un projet, même si le scénario n'est pas de lui et qu'il ne fait que filmer et diriger les acteurs, son vécu va forcément influencer sa façon de faire, que ça lui plaise ou non, c'est comme ça pour tout le monde. Bon, ça peut paraître assez bateau. Tout à fait d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi, Stephen. mais ça peut paraître bateau pour dire oui, tu es un artiste, ce que tu es influence ton œuvre. Mais je pense que, pour revenir à ce que vous disiez juste avant, que Spielberg en est particulièrement conscient et que il se permet justement de savoir qu'est-ce qui le travaille, d'être tout à fait conscient quels sont les enjeux et les motifs qui font partie de sa vie à lui et qui sont du coup des choses qu'il a envie de travailler, qu'il a travaillé toute sa carrière. Et du coup, c'est assez admirable et fascinant de voir dans tous ses films à quel point il retravaille tout le temps les mêmes motifs et il leur donne un nouveau point de vue, une nouvelle dimension, et il
il a totalement accepté, il a embrassé le fait que pour lui, le cinéma est aussi une forme de thérapie, pourquoi pas. On parle souvent de sa naïveté. Moi, je vois pas ça comme quelque chose de péjoratif. Au contraire, j'ai l'impression que sa naïveté le rend très humble et simple, en fait, dans les propos, dans les thèmes qu'il a envie d'aborder. Et il le fait très bien. Et je pense que c'est ça qui participe à son génie, en fait. C'est cette naïveté dont tout le monde parle qui caractérise ses films et en font vraiment des œuvres uniques, quoi. Et puis on peut noter aussi que, encore une fois, ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire que c'est quand même un réalisateur qui a roulé sur le cinéma toute sa vie et qui aujourd'hui il a bien 80 piges. Et même aujourd'hui dans ses films, surtout dans The Fabelman, il est jamais dans une espèce de discours au-dessus ou réactionnaire ou dans une espèce de jugement par rapport à l'époque, en mode l'époque c'est de la merde ou quoi que ce soit. Jamais il a été là-dedans. Il a 80 piges, il est encore en train de nous faire un film sur lui en train de rêver gamin, quoi. Et toujours avec cette même naïveté. Et du coup, comme vous-même, un défaut que vous avez pu relever du film, c'est un petit peu justement cette naïveté des dialogues. Peut-être pas la naïveté des dialogues, mais leur côté très explicite. Oui. Peut-être plus. Oui. Mais surtout, pour revenir à la naïveté, c'est... Comment dire, le film en lui-même n'est pas naïf, selon moi. Il y a peut-être un attrait naïf avec les personnages, mais le fond du propos, le thème du film n'est jamais naïf, selon moi. C'est toujours beaucoup plus que ça. Hein. Il y a tellement de choses à retirer de chacun de ces films, bien qu'ils soient... quand on les regarde comme ça, on peut les penser très simples dans leur sujet, mais c'est jamais vraiment le cas. Il y a énormément de choses à creuser à chaque fois. Moi, il y a ce truc-là qui, je pense, c'est peut-être, je sais pas si c'est le plus grand talent de Spielberg, mais c'est peut-être la chose pour laquelle moi je l'admire le plus. Bon, l'une des choses, parce qu'en fait il y en a trop, c'est qu'il arrive à la fois, en fait, c'est la simplicité de sa réalisation. Je trouve que je vais essayer de le reformuler, la simplicité de son dispositif. Je veux dire, en fait, ça a l'air simple. Exactement. En fait, ça a l'air simple, ça l'est. Et ça arrive à la fois à communiquer quelque chose d'extrêmement limpide, clair, simple, à un grand public, et à avoir 3 niveaux de lecture en même temps. C'est léger. Ouais. Spielberg, 0% perle de lait. Maxime, il a sûrement été inspiré par le montage de Howard Hawks. Tu vois, ces sortes de montages qui sont extrêmement précises, avec beaucoup de niveaux, et c'est censé être complètement invisible. Et il y a une énorme humilité chez Spielberg là-dedans, où c'est évidemment un génie, et je pense qu'il sait qu'il est un génie, et il a des idées très complexes. Genre, chacun de ses films... Pour moi, c'est pas complexe. Pour moi, c'est pas complexe. Je trouve justement c'est ça où je trouve ça que c'est génial. Il n'essaie pas de cacher ses sens. C'est pas un réalisateur de Nope ou comment il s'appelle Jordan Peele comme ça, qui va justement chercher à te perdre un petit peu dans une métaphore de sous-sens. Et puis je sais toujours pas qu'est-ce que fout cette sandale au milieu de ce plan. Mais il ne cherche pas à te perdre. Il ne cherche pas à être plus malin que toi. Ah, mais exactement. Il n'est jamais là-dedans. Il est jamais en train de te prendre de haut. Il n'est pas en train de faire Donnie Darko. C'est mon univers. Et tu prends ce qu'il y a à prendre. Si jamais tu as envie de juste t'éclater, tu vas t'éclater. Tu veux voir 5 niveaux de lecture, je t'attends, mon gars. Mais exactement. Et donc, mais s'il y a 5 niveaux de lecture, ça veut dire que c'est complexe, par définition. Oui, justement, c'est pour ça qu'on revenait sur le point que c'est pas simple. C'est juste peut-être en apparence, c'est limpide en apparence, mais ça n'est en rien naïf ou simple. Et il y a une marque de son cinéma qui prouve ça parfaitement, c'est ses plans séquences. Ouais. Ces plans séquences. Lequel? T'as un exemple? Oh, les dents de la mer. Tu vois, West Side Story, le premier plan. Exactement, quand ils sont dans le bal. Quand ils sont dans le bal. Si, ce plan-là, je l'ai vu sur les réseaux. Tellement il est, le truc qui passe les portes et tout, là. Ouais. Il te fait des... Je sais pas ce que ça raconte parce que je n'ai pas vu le film, je sais pas ce que ça raconte à ce moment-là, mais... Ça, c'est un truc qu'il a beaucoup fait depuis le début de sa carrière. Il a toujours réussi à faire des plans extrêmement complexes dans des scènes, mais en fait dans toutes ces scènes depuis le début. Mais je t'en prie. Et souvent, il dure entre 1 minute et 1 minute 30. Il y a une super scène dans Attrape-moi si tu peux, où Tom Hanks est assis, et je pense que c'est un des moments où il réalise quelque chose. Excusez-moi, j'ai oublié exactement quel est le moment, mais c'est des plans séquences qui sont censés être invisibles. Et dans l'ère où les gens utilisent des plans séquences comme étant de la branlette technique, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire la chose la plus complexe que possible, Gaspard Noé. Victoria. Il y en a plein. T'aimes Gaspard. Spielberg fait exactement le contraire, et il fait énormément ce qu'on faisait avant, genre dans les films de Billy Wilder, où souvent on avait des
des plans séquences, mais qui duraient 1 minute 30, et au final, ils sont infiniment plus puissants, parce que on garde tout dans le même cadre. Non, je pense que c'est précisément ça. J'ai pas l'impression, j'ai jamais eu le sentiment que Spielberg était dans une démonstration de regarder comment moi je fais du bon cinéma ou regardez ce que je fais est génial. Il est toujours au service de son histoire. Ouais. C'est avant tout l'histoire en premier lieu qu'il veut raconter, et moi c'est ça que j'admire et que j'ai bizarrement beaucoup plus de mal à retrouver aujourd'hui, par exemple, sur pas mal de films en général. C'est-à-dire que il sait que son dispositif, sa réalisation, est au service d'un récit et que c'est ça qui compte. Et tu remarqueras que c'est d'abord le récit, sa réalisation, et après il met ses thèmes. Spielberg reste un conteur, c'est-à-dire au sens, ce n'est pas ce n'est pas un auteur, c'est un conteur. C'était quelqu'un qui est là pour la façon dont il a de raconter une histoire. C'est pour ça qu'on va voir un Spielberg, c'est la façon qu'il a de la raconter. Et c'est intéressant de voir des fables. L'homme qui racontait des fables. Bah d'ailleurs, tu avais regardé, je crois, Jonathan, par rapport à justement pourquoi est-ce qu'il l'a appelé Fableman, ce film. Oui, en fait, c'est Tony Kushner d'ailleurs qui. Encore lui. Mais tout à fait. Donc Tony Kushner, en fait, dans une interview au Hollywood Reporter, explique que Spielberg, ça signifie en fait montagne de jeu en allemand. Donc Spiel, c'est jouer. Berg, c'est montagne. Attends, excuse-moi. Spielberg. Voilà. Heinrich, calme-toi. Ça c'est fait. Donc, et en yiddish, Spieler est un acteur aussi, ou Spiel, un discours, ou une pièce de théâtre. Et Berg signifie donc montagne. Et il dit, j'ai toujours trouvé extraordinaire que cet homme qui est le plus grand narrateur du siècle ait pour nom Spielberg. Et donc, pour poursuivre dans sa réflexion, il a remplacé Spiel par Fable. Et donc, The Fable Man, et donc, ce n'est pas que Samy dont on parle, c'est The Fablemans, donc c'est la famille, homme-fable. Ouais. C'est littéralement ça. J'ai longtemps cru que c'était The Fableman tout court. Le S a son importance. Évidemment. Et je rajouterai un petit point, mais aussi Fableman, ça sonne juif, donc c'est bien aussi. Kushner qui est aussi qui est juif justement, et c'est intéressant de noter, bon, sur la carrière de Spielberg, que il a renié ses origines juives étant jeune, et puis aussi une grande partie de sa carrière. Il l'a renié ou il l'a caché? Il l'a caché, pardon. Ouais. Il l'a caché. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve dans The Fableman, alors de façon peut-être très diluée, mais le moment où il essaye où il se fait un peu séduire par cette jeune fille qui rencontre au lycée, et lorsqu'il est particulièrement croyante en Jésus et donc catholique, et je trouve ça très marrant cette scène où justement parce que je pense que la jeune fille lui plaît, il va un petit peu renier ou passer au-delà de ses propres convictions pour contenter et plaire un petit peu à cette ça, jeune je pense fille. Que c'est juste l'adolescence, pour le coup. Oui, c'est complètement l'adolescence, c'est clair. Je pense pas qu'il y ait de volonté derrière. Je pense pas qu'il y ait vraiment, pour le coup, de sous-texte pour dire que il met ça de côté. Pour moi, c'est juste l'adolescence. Vas-y. Il y a une autre scène avec quand ils sont à Noël et que c'est la seule maison sans décoration. Oui, au début du film, c'est ce que j'allais dire. C'est le point sur lequel j'ai rebondi, effectivement. La seule maison sans lumière. Voilà, exactement. Et c'est soutenu pendant tout le film qu'il vit mal le fait d'être une des rares familles juives dans son environnement, et puis voilà, c'est pas dans le film, il le cache pas, mais par contre avec la fille, il lui offre une croix, ou c'est elle qui lui offre une croix? Il lui offre une croix. Non, il lui offre une croix parce qu'il veut partir, enfin il voulait sortir avec elle en fait. Pardon, c'est oui, il voulait en fait non. Quand il lui dit il dit pas un truc genre je t'aime et ça fait 2 mois en fait qu'ils sont ensemble, un truc c'est ça. Ah, on a tous vécu ça. Alors, merci Spielberg. Et merci à tous. Du coup, c'était nos avis sur The Fablemans. Du coup, vous pouvez constater que nos avis ont pas mal changé, ont pas mal évolué, ou alors se sont confirmés, peu importe. Mais toujours que ce fut un débat très riche. Merci à vous tous. Et merci à toi. La question libre du mois. La question, et tous ensemble, la question libre du mois.
dégueulasse. Question libre. Non, pourquoi c'est moi qui ai écrit. Ah, ok. Et moi, je t'ai suivi comme un espèce de gros mouton. Ouais.